France Maghreb 2. Le grand forum en ce mardi 13 novembre avec la question du jour. Alors que la Turquie, vous le savez, enquête sur la mort du journaliste saoudien, la France estime que Erdogan profite politiquement de cette affaire. Est-ce que la France a raison selon vous? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Nous prendrons la direction de Gaza dans un instant où le ciel de Gaza s'est à nouveau enfumé avec les bombardements massifs d'Israël. Nous sommes en direct avec Ziad Medouk dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Nous prendrons également la direction de Bobigny où les salariés sont en colère et en grève au nombre de 51 salariés. Ils dénoncent la fermeture du magasin et surtout l'exclusion des 51 salariés. Nous recevrons et nous parlerons sport dans cette émission avec Razik Metiche et Nasser Lajili, le président de la Fédération algérienne de rugby, monsieur Sofiane Bellassine, qui sera avec nous dans un instant et vous pourrez lui poser vos questions. On tentera de savoir si le rugby est également un sport pratiqué et médiatisé en Afrique du Nord, en Algérie. Le grand forum, c'est parti donc jusque 18h avec vos appels bien entendu pour intervenir 01 40 33 9000. Belle écoute et bienvenue à vous. Le grand forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. Et les coups de cœur du grand forum, vous le savez, ça peut être de temps en temps de la musique, mais aussi des luttes salariales. Et pour ce faire, justement, direction But, magasin But que vous connaissez tous, bien entendu, une grande enseigne de magasins d'électroménager. Du côté de Bobigny, dans le 93, nous sommes avec Nejma, qui est déléguée CGT. Bonjour. Bonjour. Alors, que se passe-t-il du côté de But, Bobigny, où les salariés de ce magasin, qui sont au nombre, je crois, de 53, sont en grève depuis vendredi? Exactement, donc ils sont au nombre de 51, donc on est en grève depuis samedi matin. On a fait un premier mouvement mercredi après-midi, puisque la direction a annoncé officiellement le 7 novembre un plan, un PSE, donc un plan de sauvegarde de l'emploi, anciennement plan social, pour licencier 51 salariés. 51 salariés, mais alors quelle est la raison qu'invoque la direction ? Alors il faut savoir déjà qu'anciennement But Bobigny avant était les anciens de 30 ans, avant c'était Mobis et après ça a été But, oui. Et qu'actuellement il y a 51 salariés, dont 40 en CDI, 11 en CDD. D'accord. Pour accroissement temporaire d'activité, et l'enseigne nous dit, la direction nous dit que l'on ne fait pas assez de chiffres sur le magasin. Oui. Il faut savoir que ça représente quand même 13 millions de chiffre d'affaires à l'année. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, mais la direction et le magasin But de Bobigny est 34e sur la France. 34e magasin sur plus de 300 magasins en France. D'accord, donc la raison invoquée par la direction, comme quoi ça fait pas assez de chiffres, ne tient pas. Ne tient pas du tout la route. D'accord. Quelle est, selon vous, Nejma ? Nous demandons une expertise, nous demandons une expertise au comité d'établissement afin de prouver nos dires. Oui. Alors, quelle est, selon vous, Nejma, les raisons officieuses plutôt de la direction qui souhaiterait se séparer donc de ce magasin ? Il y a des personnes qui sont salariées de cette enseigne depuis plus de 20 ans, 25 ans, 26 ans, 15 ans. Donc ce sont des anciens contrats en CDI. Donc tout simplement, ils veulent se séparer. Ils veulent réouvrir un autre magasin à proximité vers Bondy. D'accord. Dernières informations qu'on a, puisque l'enseigne But rachète les Fly et les Atlas, c'est ce qui s'est passé un petit peu sur Vitry, Créteil et sur le territoire national. Donc au jour d'aujourd'hui, ils veulent racheter le Fly ou l'Atlas qui est à Bondy sur la N3. Ouais. Ils veulent simplement se séparer de tous les salariés, ils délocalisent pas, ils veulent simplement se séparer, puisque la direction a déjà saisi et présenté le plan plan de sécurisation de l'emploi. Il est déjà tout tapé, tout fait, et il est posé sur la table en attente. Ils veulent aller très très vite là en fait. La date de fermeture c'était le 31 décembre 2018, ça a été repoussé je crois au mars 2019. En fait la date a été annoncée au 31 décembre 2019. D'accord. Après les investigations des élus du magasin et de la CGT, on s'est rendu compte que c'est au 31 décembre 2018. Ouais. Ayant commencé les discussions avec la direction, ils ont fini par nous donner courant mars 2019. Donc il y a quand même déjà un écart de 9 mois. Et quand on regarde les documents, on est plus approximatif de fin décembre, mi-janvier. D'accord. Donc là aujourd'hui, que demande concrètement le personnel de ce magasin ? Le reclassement de l'ensemble des salariés. D'accord. Étant donné que le personnel, évidemment, n'est pas contre la fermeture du magasin, si toutefois la direction ferme pour délocaliser, ouvrir et racheter d'autres enseignes, mais à partir du moment où on reprend les salariés qui existent déjà.
Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ce sont des personnes qui se retrouvent sans emploi du jour au lendemain. Donc là, non seulement ils se battent pour le droit de travailler, mais pour leur dignité également. Puisque oui, là, on leur leur enlève leur outil de travail. Donc la décision est clairement tombée. Hein. De toute manière, je pense qu'on ne reviendra pas sur la décision de fermeture du magasin. Ceci étant, le débat est délocalisé volontairement par la direction au niveau du comité central d'entreprise, qui ne regarde pas la stratégie d'entreprise, puisque c'est un magasin qui ferme. À savoir qu'ils ont préparé un accord de méthode. Si cet accord de méthode est signé par les autres organisations syndicales, parce qu'aujourd'hui seule la CGT se bat pour refuser ces accords, il faut savoir que c'est possible que ce soit sur du national. Ce sera du copier-coller, hein. Ça sera une espèce de jurisprudence. Najma, qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui? Vous vous occupez aujourd'hui depuis samedi matin donc le magasin. Quelle est la réaction des clients? Les clients ne sont pas informés par la direction, donc du coup les clients comprennent le mouvement et puis on leur explique que de toute manière sur Bobigny ils n'auront plus de magasins bientôt à proximité, donc pour pouvoir acheter des meubles pour la population de Bobigny et de Pantin, de Drancy, d'Aubervilliers, ils devront aller faire des kilomètres supplémentaires pour pouvoir acheter leurs meubles. Donc c'est aussi leur magasin qui est délocalisé, donc la population comprend, les citoyens français comprennent la situation et sont complètement désemparés et nous soutiennent dans le mouvement et puis nous disent ça nous embête parce qu'on peut pas, mais vous savez quoi, on va pas acheter parce qu'on vous soutient, quoi. Ouais. Najma, donc, dernière question, est-ce que les salariés donc sont prêts à aller jusqu'au bout là? Les salariés sont déterminés, ils n'ont plus rien à perdre. On leur enlève leur projet du jour au lendemain. Ce sont des personnes qui ne peuvent plus vivre avec des projets, qui ne savent pas où ils vont. Pour des personnels qui ont 56 ans, 53 ans, voilà, c'est des choses qui sont très difficiles à vivre. J'imagine. Merci beaucoup Najma en tout cas de nous avoir alerté sur la situation donc de ce magasin But et sur l'intention de la direction de But de se séparer de 51 salariés de ce magasin, alors que ce magasin donc devrait pas fermer très vraisemblablement pour se délocaliser du côté de Bondy, racheter donc magasin Fly, c'est ce que vous nous avez dit, sauf que la direction entend se séparer de tous ces salariés du côté de Bobigny pour pouvoir peut-être parer à des salariés qui sont là depuis très longue date, donc forcément c'est tout bénef pour la direction. Et c'est en ça que vous vous battez aujourd'hui. Merci beaucoup Najma. Merci de relayer l'information, merci de nous soutenir. Petite parenthèse, on a ouvert une cagnotte Litchi puisque le levier de pression que la direction a, c'est simplement sur les pertes de salaire. Donc on a mis une cagnotte Litchi. Vous pouvez adresser vos dons directement sur cette cagnotte-là ou contacter les élus locaux pour pouvoir faire un don par soutien, par solidarité des salariés, parce qu'aujourd'hui c'est But Bobigny, mais demain c'est dans toutes les entreprises et c'est comme ça qu'il va falloir se battre avec la solidarité, la détermination et ne rien lâcher pour notre dignité, nos droits, parce que nous sommes des humains. Et vous en avez de la détermination. Merci beaucoup Najma, bonne journée, bon courage. Merci bien. Voilà, en tout cas pour ce qui est de la lutte Bobigny. Bobigny, ça te connaît mon cher Razik Métiche? Comment ça va Razik? Ça va très bien avec ce soleil, ça fait toujours plaisir. Déjà tout notre soutien à cette lutte qui est mise en place. Je connais très bien le but, je connaissais même le Mobis pour dire à quel point je connais très bien là-bas. Et oui, ça sent pas bon. Ce qu'il faut voir pour bien connaître la zone, c'est une zone qui se trouve à la fin de la zone industrielle des Vignes de Bobigny, ouais. Une des plus grosses zones industrielles du 93. Ouais. C'est une zone qui a repris énormément de valeur, qui était en crise au début des années 2000, mais qui avec l'arrivée de nouveaux acteurs chinois pour l'essentiel, a connu vraiment une nouvelle jeunesse. Et oui, aujourd'hui l'attractivité du territoire est telle que malheureusement on a un montage financier, parce qu'il s'agit que de ça, de virer une cinquantaine de personnes et de mettre sur le carreau une cinquantaine de familles pour ensuite embaucher à moindre coût pour l'enseigne Fly des embaucher avec des nouveaux contrats. C'est dégueulasse. C'est réellement, je pèse mes mots, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, on peut le dire. Nasser Lagili, comment ça va mon pote? Ça va très bien Christophe, je te remercie. Impeccable. Bon, messieurs, on va rester, on va franchir un cap dans l'horreur. Voici ce qui s'est passé. On était dans la bande de Gaza, à proximité de la chaîne du Hamas, la chaîne de télé. Écoutez.
C'est le lot quotidien, j'ai envie de dire, des habitants de Gaza, et nous y allons justement du côté de la bande de Gaza avec Ziad Medouk qui est le directeur de l'université d'Al-Aqsa à Gaza. Bonjour Ziad. Bonjour Christophe. Il est 17h30 passé maintenant du côté de Gaza. Comment s'est passée cette journée aujourd'hui, Ziad? Écoute, la situation est toujours terrible dans la bande de Gaza avec la poursuite des bombardements israéliens commencé donc dimanche dernier. Hier et aujourd'hui, le bilan est de 7 morts et 25 blessés côté palestinien. 7 morts et 25 blessés côté palestinien. Malheureusement, il y a eu 12 infrastructures civiles qui ont été détruites totalement par les forces d'occupation israéliennes. En l'occurrence, une chaîne de télévision, un jardin d'enfants, 3 maisons, 3 immeubles et un supermarché. Donc, ça montre un peu que les Israéliens, ils visent à horribler et à horrifier donc les civils palestiniens. Et quand vous entendez donc les avions militaires et les drones israéliens sont toujours dans le ciel, et jamais le ciel de Gaza, et la population donc craint donc une nouvelle escalade, une nouvelle offensive militaire israélienne. Mais pour le moment donc la population de Gaza est toujours confiante, même si la peur donc d'une nouvelle offensive militaire israélien et les souvenirs de 2014 revient donc dans la mémoire de 2 millions de Palestiniens de Gaza qui vivent, je rappelle les éditeurs, un blocus israélien inhumain imposé d'une façon illégale depuis plus de 11 ans. Ziad, est-ce que vous nous confirmez, alors deux petites choses d'abord, est-ce que, parce que Israël évidemment on dit à chaque fois, on réplique en réponse à des requêtes tirées par le Hamas? Écoute, la raison est simple, donc heureusement qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, heureusement aujourd'hui qu'il y a des médias alternatifs, donc c'est vrai les médias, donc entre parenthèses les médias donc de l'État, de médias officiels, donc occultent cette réalité. Mais aujourd'hui, personne ne peut nier cette réalité dure. Donc, pour rappel et pour rappeler des éditeurs, donc c'est l'armée israélienne qui a commencé à provoquer. Donc, un petit rappel. Donc, la semaine dernière, il y avait une médiation égyptienne et internationale pour arriver à une trêve de 2 ans entre les factions de Gaza et l'armée israélienne. Et malheureusement, donc, dimanche dernier, c'est-à-dire avant-hier, il y avait une unité spéciale, une force israélienne, militaire israélien, qui s'est pénétrée à 3 km au sud de la bande de Gaza. Donc, elle a affranchi les frontières, elle a affranchi la zone tampon sur la frontière, et elle est pénétrée dans la bande de Gaza pour soit tuer, soit enlever des résistants palestiniens. Donc, après, donc, les résistants sur place, ils ont affronté donc cette unité spéciale israélienne. Et puis les avions militaires, ils ont bombardé donc les Palestiniens. Et suite à cet affrontement, il y a eu 7 morts et 10 blessés côté palestinien et un mort, un officier, donc le responsable de l'opération israélien, qui a été tué donc par les résistants palestiniens. Après, suite à cette opération, l'armée d'occupation a commencé à bombarder dimanche et lundi, hier et ce matin. Donc, dimanche, Ziad, d'ailleurs, au moment même où Netanyahou était à Paris pour célébrer la paix, j'ai envie de dire. Écoutez, ça c'est l'aspect officiel, ça c'est l'indication officielle, ça c'est la démagogie, donc ça c'est le discours, vraiment, c'est n'importe quoi, il faut dire les choses telles qu'elles sont, donc pas seulement Netanyahou, il y avait 50 chefs d'État qui, la majorité sont des guerriers, ils ont le sang dans leurs mains, donc le président des États-Unis. Exactement, Ziad, ouais. Donc voilà, donc mais moi je parle de la réalité, moi je suis citoyen de Gaza. C'est vrai, il y a les enjeux politiques, mais pour nous, Palestiniens de Gaza, moi comme simple citoyen palestinien de Gaza, donc je suis en train de témoigner sur la réalité, et la réalité est dure. La réalité est qu'il y a des bombardements, il y a des agressions, qu'il y a des mesures atroces de l'occupation israélienne, qu'il y a une résistance exemplaire. Il y avait 2 types de résistance, une résistance populaire, c'est ça qui compte pour nous, ça veut dire qu'il y avait la résistance populaire qui
qui essaie un peu de résister contre les bombardements israéliens. Et il y a une résistance militaire qui est légitime avec le peu de moyens. Ces factions palestiniennes qu'on aimerait rendre hommage à leurs efforts parce qu'ils ont seulement des moyens traditionnels, ils ont seulement des roquettes, des missiles, souvent lancés pour montrer que la résistance existe, pour montrer que les Israéliens ne peuvent pas donc continuer à agresser la population sans rebuque, sans réponse de la part de la force de résistance. Même si il faut dire les choses telles qu'elles sont, même si la résistance est symbolique, mais pour nous, la résistance est très importante pour montrer à l'occupation israélienne que ici, notre terre ne partiront pas, que toutes les mesures atroces de l'occupation israélienne ne peuvent pas, donc, toucher, donc, notre détermination. Peut-être une question de Razik Métiche qui est avec nous et de Nasser Lajili pour Ziad Medouk en direct de Gaza pour nous, messieurs. Pas de question pour le coup, mais juste un message de soutien et de solidarité. Gaza, une prison à ciel ouvert où l'occupant israélien peut à tout moment bombarder, comme cela a été le cas depuis hier soir. Un conflit asymétrique lorsque des personnes se battent à coups de avec les peu de moyens dont ils disposent et qu'ils ont en face d'eux des F-16, une des meilleures armées du monde. Notre soutien va aux faibles et notre soutien va aux droits, c'est-à-dire notre soutien va aux Palestiniens. Nasser. Ouais, que rajouter de plus de ce qui a été dit. Après, est-ce qu'on doit comparer des roquettes à des F-16 ? Je pense que là il y a une grosse différence. Et la deuxième chose, moi, ce qui me choque le plus, c'est le silence international, quoi. Donc on est face à un peuple palestinien qui est en train de se faire bombarder depuis maintenant plusieurs années. On est dans un silence total. Donc l'Égypte qui est juste à côté, qui fait croire qu'elle est pour la paix. Et qui est partie prenante vu qu'elle ferme de son côté. Exactement. L'absence de l'autorité palestinienne pour soi-disant ce forum pour la paix. Ah oui. Donc voilà, à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on entend quand on parle de paix ? Ziad, vous avez l'habitude, vous, depuis de nombreuses années qu'on se parle au téléphone, finalement, vous êtes dans l'isolement le plus total. Donc, j'aimerais bien saluer donc votre invité et j'aimerais bien à cette occasion donc rendre hommage à la solidarité internationale. Donc, c'est vrai, depuis hier, nous sommes en train de vivre une situation terrible, mais tu n'imagines pas le nombre considérable de messages, des appels, des amis, pas seulement en France, partout dans le monde, pour soutenir Gaza. Ça montre un peu, donc, les Facebook et les réseaux sociaux sont flambés avec le soutien à Gaza et c'était confirmé aujourd'hui en direct de votre radio. Donc, ça montre un peu, donc, pour nous, on a deux aspects, et peut-être vous inviter, et tout le monde a confirmé qu'il y a d'une part une communauté internationale complice, une communauté internationale officielle, en l'occurrence la Ligue arabe, l'Europe, les États-Unis, les Nations Unies qui malheureusement sont complices avec les crimes israéliens. Et d'autre part, il y a un peu d'espoir, donc avec cette solidarité, cette mobilisation qui renforce notre résistance. Et j'aimerais bien ici dire deux choses très importantes que nous, Palestiniens en général, les Palestiniens de Gaza, nous comptons sur deux aspects. Donc c'est notre résistance au quotidien, même avec le peu de moyens qu'on dispose, et surtout le soutien international des gens normaux, des gens de bonne volonté, des solidaires qui soutiennent la cause palestinienne comme cause de justice et ils ont montré leur attachement à la paix, à la justice en soutenant donc la bande de Gaza et en envoyant des messages de soutien, de solidarité à cette population isolée, cette population qui vit le blocus israélien inhumain, qui vit l'enfer, mais qui continue à s'attacher et qui continue à garder espoir dans un lendemain meilleur malgré tout le contexte difficile. Gaza résiste, Gaza vivra. Gaza sera toujours là, cher Ziad en tout cas, et si vous me le permettez, je vous donne rendez-vous demain parce que situation urgente, j'ai envie de dire que tous les jours c'est urgent pour vous, mais situation qui l'exige, donc demain on prendra des nouvelles et assez régulièrement si tu le veux bien Ziad, et peut-être demander et proposer aux auditrices, aux auditeurs, celles qui veulent suivre un petit peu ce qui se passe, parce que tu es en direct là-bas, tu postes beaucoup de photos et vidéos sur ton Facebook, donc vous cherchez Ziad Medouk et vous le suivez, vous allez voir, il vous tient au courant vraiment de tout ce qui se passe.
Et c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, Ziad, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, maintenant l'occupant israélien ne peut plus mentir parce que la réalité on la voit devant nos yeux, quoi. Donc aujourd'hui ça devient compliqué pour eux. Ils ont perdu en tout cas cette guerre de l'information, ça c'est clair, et depuis longtemps d'ailleurs. Et c'est pas pour nous déplaire. Alors cette chaîne de télé, donc ses locaux sont par terre. Juste un dernier mot, Ziad, pour juste que les auditeurs se rendent compte. Gaza, c'est quasiment pas d'électricité par jour, c'est pas d'eau potable, c'est pas de travail, c'est une vie extrêmement compliquée, quoi. Bien sûr, oui, c'est compliqué depuis plus de 11 ans. La situation est terrible sur tous les niveaux. Le taux de chômage dépasse 65%. 3 heures à 4 heures d'électricité par jour. L'eau potable n'est pas donc disponible pour toutes les familles, tous les foyers. Donc, absence de perspective, fermeture de frontières, et donc enfermement, isolement, mais de l'autre côté, une détermination, une volonté, une patience exemplaire et une volonté de résister, d'exister et de persister. Merci Ziad, et à demain en tout cas, et bon courage évidemment. Merci Ziad Medouk, donc en direct de Gaza, vous l'avez compris les gars, 3 heures d'électricité par jour, voilà, pas d'eau potable, chômage dépassant les 65%. Une vraie prison à ciel ouvert, il n'y a pas d'autre mot, je pense. Ouais. C'est la plus grande concentration en termes de densité au monde. Dans cette concentration de densité, donc, on enlève l'eau, on a un climat méditerranéen, donc, qui est quand même assez rugueux l'été, assez rugueux l'hiver. Ouais. On a une interdiction de fait de pratiquer la pêche par l'autorité occupante. Et là encore, Ariel Sharon, lorsqu'il avait décolonisé Gaza, cela avait été présenté presque comme un faiseur de paix. On peut se rendre compte qu'Ariel Sharon a été malheureusement machiavélique à l'extrême, dans le sens où, en retirant les colons présents à Gaza, il permettait ainsi à Israël de donner des gages à ceux qui voulaient croire au processus d'Oslo. On sait bien aujourd'hui que dans quel état est le processus d'Oslo, et surtout il a permis à l'armée israélienne de pouvoir bombarder tant qu'elle le veut et tant qu'elle le peut cette région, car il n'y a aucun intérêt israélien qui sont présents. Dans quelques minutes, messieurs dames, on parlera de sport, parce que dans cette émission, ça s'appelle pas le Grand Forum pour rien. On parlera de sport et plus précisément de rugby. Oui, on joue au rugby en Algérie, plus que jamais d'ailleurs. Et on reçoit le président de la Fédération algérienne de rugby, monsieur Sofiane Belhassen, qui est avec nous, d'ailleurs, qu'on va saluer. Bonjour Sofiane. Oui, bonjour à tous. Bonjour monsieur le président, devrais-je dire même. Ouais, bon, voilà. Donc on va parler rugby. C'est vrai qu'il est bien galbé rugbyman, hein, Sofiane. Hein, faut pas le chercher. Oui. Hein, c'est un pilier droit. Ouais. Il est entre les deux là, Nasser et Razik. Je peux vous dire qu'ils se tiennent à carreau, les gars. On est très sage. À côté de Sofiane, c'est des vrais sandwichs SNCF, les gars. Bon, on est les ailiers, nous. Exactement. Le sujet à la une, les gars. Le sujet à la une, c'est la question du jour, la question qu'on pose aux auditrices et aux auditeurs, et laquelle évidemment vous allez pouvoir nous donner votre avis, messieurs. Alors que la Turquie, vous le savez, enquête sur la mort du journaliste saoudien, la France estime que Erdogan profite politiquement de cette affaire. Est-ce que la France a raison, selon vous? Pour répondre à cette question, évidemment, sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter et GF officiel. Et pour l'instant, vous êtes en grande majorité à penser que non, elle a tort, la France, à 81%. Alors, est-ce que la France a raison? Razik, est-ce que Erdogan profite de cet événement, de ce tragique événement pour faire une récupération politique? Non, mais c'est à croire que la diplomatie française découvre ce qu'est la diplomatie. Erdogan est totalement dans son rôle. Il y a eu un événement majeur qui s'est produit sur son territoire, avec des conséquences géopolitiques qu'aurait souhaité la France, qu'Erdogan se dise incompétent pour gérer la situation, qu'Erdogan ne mette pas en branle les services de son État pour savoir la vérité, pour faire la lumière sur tout ça. À mon sens, il y a deux choses à voir là-dedans. La première chose, c'est qu'il y a une la charge est signée Le Drian, hein, je le précise. Oui, c'est qu'il y a une rivalité. Il y a une rivalité de fait entre la Turquie et la France sur de nombreux dossiers. Le dossier syrien n'est que l'iceberg. L'iceberg, absolument. Qui plus est, les différentes études économiques démontrent que d'ici 10 ans, la Turquie va dépasser la France en termes économiques. Il s'agit vraiment d'un concurrent, et encore plus lorsqu'on a à l'esprit le temps long, l'un des fervents défenseurs à la non-entrée de la Turquie dans l'Union européenne, ça a toujours été la France. Ouais. Donc il y a vraiment il y a presque il y a une kyrielle d'éléments
qui prouve que justement la Turquie et la France ne sont pas alliés, c'est peu de le dire. Et la deuxième chose, oui, ça fait un peu excusez-moi, ça fait un peu cours d'école, désolé de le dire comme je le pense. La France a totalement loupé en termes médiatiques, en termes politiques, en termes moraux et en termes diplomatiques la séquence du meurtre du journaliste en Turquie. Elle a totalement loupé. Est-ce qu'elle l'a pas fait sciemment d'ailleurs? Possible, enfin il y a trop d'intérêts français. Pour pas trop froisser les Saoudiens. On est le deuxième fournisseur d'armes à l'Arabie Saoudite. Il y a un gros marché en question. Le complexe militaro-industriel en France n'est pas le complexe militaro-industriel aux USA, mais il pèse quand même. Il pèse en termes d'emploi. Il pèse surtout pour la balance commerciale. Ouais. C'est une des seules choses qu'on exporte assez facilement en France. Donc oui, lorsqu'on a son deuxième client mondial qui commet des bévues, on n'a pas forcément envie de le froisser. La Turquie avait des mains un peu plus souples et a dit la vérité. Donc je pense qu'il y a aussi il y a aussi de cela. La France est passée totalement à côté de cette séquence diplomatique. Et elle essaie de se refaire un petit peu à peu de frais sur la Turquie, mais la Turquie en 2018 ne se laisse pas compter par les remontrances de la France. Nasser Lajili, la France a-t-elle raison lorsqu'elle dit que Erdogan fait de la récupération politique? Non, mais ça en dit long. Ça en dit long dans le sens où déjà cette réflexion, elle est inacceptable. Comment on peut d'ailleurs ça a été exactement le terme employé par la réponse turque en jugeant cette réponse inacceptable et intolérable. Mais bien sûr, c'est inacceptable dans le sens où on devrait cautionner entre guillemets le meurtre du journaliste Khashoggi qui a été d'une barbarie énorme. Sans nom. Donc voilà, à un moment donné, il faut que la France prenne ses responsabilités. Elle a été silencieuse face à cette affaire. Ouais. Donc vaut mieux qu'elle reste silencieuse jusqu'à la fin et qu'elle laisse faire le travail que la Turquie doit mener, l'enquête qu'elle doit mener. Et voilà, et chacun prendra ses responsabilités sur les conséquences qu'il y aura plus tard. C'est tout. Est-ce que vous avez vu avec quelle délicatesse Madame Erdogan a refusé le baisement de Macron? Ah non, j'ai pas vu. Non, pour le coup, j'ai pas vu. Ah oui, non, mais franchement, ça s'est fait avec politesse. Faut voir les images, hein. Allez voir. Voilà, elle a refusé le baisement de. Elle a une certaine classe. Elle a une classe. Non, mais c'est vrai. Oui, effectivement, Erdogan. Oui, bien sûr. Il a ses détracteurs. Il s'est un peu endormi, lui aussi. Oui. Marqué, ils sont tous endormis. Soporifique aussi, départ, réellement. Face à un discours, voilà. Le roi du Maroc, alors lui, il a dormi carrément, lui. Je pense qu'il avait fait une nuit blanche la veille ou un truc comme ça. On va me taxer de je sais pas. Non, mais allons-y. Même Ouiria a piqué un petit sommeil, hein. Ça peut se comprendre avec le discours de Macron, je pense que voilà. Non, mais le plus grave, c'est Gérard Larcher, président du Sénat, s'il vous plaît, messieurs, dames. Il ronronne au sauna. Il ronronne, hein. Ils ont tellement l'habitude de ronronner que là, il en pouvait plus, là. Bon. En tout cas, vous continuez de répondre à cette question, messieurs, dames, sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Alors, avis tranché, les gars. On va parler de quoi avec Nasser dans un instant? Alors, mon avis tranché, avant de recevoir Sofiane Bellassène. Ça sera sur le sujet de, tout simplement. Ça sent le mec qui a préparé, ça, tiens. Oui, non, mais c'est sur le Forum mondial de la paix. Ah. Donc, c'est voilà. Même tapé, franchement, je suis impressionné. Donc, ah ouais? C'est tapé, ouais. Ah ouais, beau gosse. Faut se préparer, non? Bon, dans un instant, donc, le forum, comment il s'appelle, ce truc? Le Forum de la paix. Le Forum de la paix. Avec des guerriers autour de la table. Exactement. Incroyable. Avec des gens qui ont du sang dans les mains. Et on va parler de quoi tout à l'heure avec toi, Razik? On va parler d'histoire et on va revenir sur le voyage mémoriel du président de la République. Ah, très bien. Restez avec nous. Évidemment, on va parler sport et vous pourrez poser des questions à notre ami Sofiane Bellassène qui est avec nous, président de la Fédération algérienne de rugby. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de rugby en Algérie, va falloir compter avec maintenant. Désormais, sachez-le. Il y a beaucoup de choses qui commencent sur France Maghreb 2. D'ailleurs, on recevait hier un réalisateur et on a appris en direct que les actrices du film qu'il a fait sont nominées au César. Classe. On l'a appris hier en direct. Formidable. Restez avec nous, ça porte bonheur. C'est la baraka, quoi, ici, le grand forum. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Je rappelle la question du jour à laquelle vous évidemment répondez sur Facebook, Twitter, Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. Est-ce que vous pensez comme la France que Erdogan fait de la récupération politique concernant l'affaire Khashoggi, donc le journaliste saoudien qui a été assassiné, démembré, etc., sur le territoire turc. Eh bien, vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. Tiens, je vous invite aussi, on l'a pas prévu dans le zapping, mais on en parlera peut-être demain. Alors je sais pas si c'est une forme de menace signée Castaner ce matin chez nos confrères d'RMC et de BFM TV qui dit nous ne tolérerons aucun blocage de route.
Ce samedi 17 novembre, vous n'êtes pas sans savoir que justement le but de cette journée, c'est de bloquer les routes pour dénoncer le prix du carburant, mais pas que. J'ai envie de dire. Pas compris. Et il a dit quand même que si après discussion, évidemment, il pouvait pas dire autre chose, il emploierait la force pour déloger tous ceux qui bloqueraient ou tenteraient de bloquer les routes samedi. J'ai vraiment peur de ce qui va se passer samedi, moi, messieurs. Je sais pas pourquoi. Ouais. Bon, ça c'est que des paroles. Hein. Donc, ouais, faudra voir sur la réalité parce que si, bloquer des routes avec deux voitures, on peut le faire concrètement. Il y a, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres de route, je sais pas comment. Il y a Monsieur Kastner va faire pour tout interdire. 900 blocages prévus en France. La carte s'agrandit avec le périphérique. Alors complètement à éviter parce que dès 14h, apparemment, il sera bloqué complètement. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, c'est. Mais en même temps, mais Christophe, il réagit de cette manière parce qu'ils peuvent pas estimer entre guillemets de ce qui va se passer samedi. C'est ça. Donc voilà, ils ont aucune déclaration faite au sein des préfectures sur les manifestations. Oui, il invite d'ailleurs à déclarer. Exactement. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il réagit de cette manière-là. Donc voilà, c'est histoire de faire pression. Bon. Alors on va revenir, on va parler de paix, si tant est que ça rime un petit peu avec ce qui se passe en ce moment, pas vraiment. Hein, on en parle dans cette émission il n'y a pas plus tard que quelques minutes à Gaza. Ouais. Jingle à vite tranché, Nasser Lajili. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Le forum de la paix, cher Nasser Lajili, t'a inspiré cet avis tranché. Eh oui, il a osé. Macron, encore lui, a osé organiser le 11 novembre un forum mondial de la paix. Et qui a-t-il invité ? Il a invité un aéropage pléthorique de chefs d'État parmi lesquels figurent les champions des marchands de morts à travers le monde. Les pays européens que sont l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche sont parmi les premiers exportateurs d'armes, sans oublier évidemment la France en premier plan. Il y a aussi la Russie, la Turquie et Israël. Il ne manque que la Chine et les États-Unis. Trump remonterait presque dans mon estime car il n'a pas voulu participer à cette mascarade, même si c'est pour de mauvaises raisons. L'utilisation de ces tonnes d'armes fournies par nos champions de la paix font tous les jours des victimes innombrables parmi les populations civiles innocentes du Yémen, de Syrie ou de Gaza. Les envolées lyriques des discours de Macron ne masquent plus son cynisme absolu, à moins que ce ne soit son inconscience et son irresponsabilité, ce qui serait encore pire. Nos médias bien pensants ne cessent de nous abreuver de la honte de l'Amérique que constitue Trump. Un minimum d'honnêteté devrait leur faire considérer maintenant que c'est une honte pour la République française d'avoir Macron pour la présider. Voilà Christophe. Merci Nasser, c'est court, percutant, tranchant. Comme à son habitude, Razik. Qu'est-ce que t'en penses ? Parfait, difficile de rebondir après cela, c'est réellement parfait. C'est un chiasme pour moi quelque part, ou un oxymore en figure de style. C'est lorsque deux idées contraires sont rassemblées au même moment. De voir autant de dirigeants sur une conférence pour la paix, je mets des guillemets, syllabes, crochets, tout ce qui s'ensuit, qui réunissaient les plus grands protagonistes des conflits mondiaux, régionaux, les plus grands vendeurs d'armes, etc. Ça a quelque chose de risible et d'un rire bien jaune, quoi. C'est hallucinant. Hallucinant. Et c'est vrai que je t'ai pas entendu. T'as parlé de Netanyahou ? Ah si, d'Israël. Si, Israël quand même. C'est quand même. J'ai bien aimé ta phrase. Trump remonterait presque dans mon estime. Mais c'est vrai. Hein, mais franchement, c'est vrai. C'est une réalité. Donc, il sait que c'est une mascarade qui est en face. Mais c'est de l'ironie en même temps quand je le dis. D'ailleurs, donc, il a encore taclé Macron sur Twitter. Oui, j'ai vu ça aujourd'hui. J'étais mort de rire. Il ne s'arrête jamais, décidément. Hein. Ah oui. Son taux de popularité a chuté. Ah oui. Donc il se base là-dessus. 26% Macron là. Vous avez vu ? Exactement. Ouais. Ça commence à faire beaucoup. Quand c'est marrant, il chute à chaque fois, mais il est toujours à 26% à croire. Ça fait 3 mois où il perd 3 points, il est à 26%. Bon, on va essayer d'éviter quand même de heurter la sensibilité des macronistes parce qu'il en reste quelques-uns quand même, messieurs. Hein, il faut quand même, voilà, et qu'ils viennent ici se confronter à nous. Mais en même temps, tu peux être macroniste et être critique envers la politique de c'est ce qu'a fait d'ailleurs Sonia Crimi, la députée En Marche, qui hier soir était l'invitée de BFM TV, et un autre micro, parce que j'ai eu l'occasion d'aller la voir à son bureau à l'Assemblée. Elle a été extrêmement
critiques, notamment concernant la loi asile-immigration. Je peux vous dire que elle l'a pas digéré celle-là. Mais depuis le début de son mandat, elle est très sensible sur cette question. Exactement. Bon, alors on va parler sport, les amis. Oui, le sport, c'est l'opium du peuple parfois, et ça permet aussi. Le bonheur, c'est le bonheur du peuple. Exactement. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en Algérie, on dit que c'est l'opium du peuple. C'est ça. Alors, de sport, on va parler rugby avec monsieur le président de la fédération algérienne de rugby qui est avec nous, monsieur Sofiane Bellassène. Bonjour Sofiane et bienvenue. Bonjour à vous trois. Bonjour monsieur le rugbyman. Donc, alors, depuis quand le rugby a commencé à faire ses ailes en Algérie, Sofiane? On a lancé le rugby en Algérie. Après, nous en tant que joueurs, parce que j'étais joueur, on a été contacté par une association française il y a plus de 10 ans, pour pouvoir jouer un match contre la Tunisie, en Tunisie le 24 février 2007. D'accord. Nous avons gagné 8-7, on se connaissait pas. Ouais. Donc c'était vraiment 8-7, 80 minutes, c'est vraiment un combat, un très gros combat. Après on s'est lié d'amitié, de fraternité avec les joueurs, et là j'ai eu l'idée, pour vivre ce que j'ai vécu dans ces vestiaires avant le match, parce qu'on était tous en pleurs. C'est la première fois que des Algériens étaient tous avec le maillot Algérie, le drapeau algérien dans un vestiaire de rugby. On sentait que c'était vraiment historique ce qu'on faisait. On a gagné. J'ai créé le premier club du rugby en novembre 2007. D'accord. Qui est le Stade Oranais, qui a été un peu le club pilote en Algérie avec la Confédération africaine de rugby. Ça a commencé à Oran. Ça a commencé à Oran, oui. C'est la capitale de beaucoup de choses, Oran. Oran, c'est l'Oranie, c'est la vie, c'est les vacances, c'est beaucoup de choses. Oui. C'est le rail aussi. Et le réalisateur me dit c'est la débauche aussi. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est la débauche pour les étrangers qui viennent faire de la débauche, mais pas pour les vrais Oranais. Et les immigrés peut-être. Ah, les immigrés, c'est pas pareil. Les immigrés, lorsqu'ils viennent en Algérie, pour moi, un immigré qui vient chaque été en Algérie ne connaît pas son pays. Hein. C'est clair. Voilà, c'est donc clair. Il ne connaît pas son pays. Donc ça a démarré à Oran, cette histoire de rugby. Voilà, ça a démarré à Oran. Après, il y a un club qui s'est créé juste derrière, après mes portes ouvertes fin février, qui a été créé en mars-avril à Msila. D'accord. Après, ça fait boule de neige. Ouais. Et il y a eu des clubs un peu partout. Après, il y a eu un frein parce que les lois liées aux associations ont été modifiées en Algérie. Donc, il y a eu beaucoup de clubs qui ont été en veille. Faut savoir que les gens qui ont créé des clubs de rugby, ce sont des amoureux de ce sport. Ce n'étaient pas des entrepreneurs ou quoi que ce soit. Donc, ils n'avaient plus la force de réveiller, entre guillemets, leur club. Donc, il y a eu des clubs qui ont été dissous parce que la loi 90-04 a été modifiée en 06-12. Qu'est-ce que cette loi, peut-être en guise de rappel? C'était une loi parce qu'il y avait énormément d'associations et l'ancien ministre des Sports a voulu un peu pas éradiquer, mais il y avait beaucoup d'associations, faire le tri, et il fallait passer par là parce qu'il y avait énormément d'associations aussi qui servaient à rien. Bien sûr. Qui servaient à rien et aujourd'hui, est-ce que le gouvernement algérien, est-ce que le ministre des Sports en l'occurrence vous aide, vous soutient, ou alors c'est un peu j'ai été reçu il y a même pas 10 jours en Algérie par le ministre de la Jeunesse et des Sports, donc je le remercie. Il nous soutient depuis quelques mois parce qu'il est arrivé là en cours de l'année. Ouais. Et donc il a ramené de la sérénité au mouvement sportif et de la stabilité, et je l'ai remercié pour ça. Après, il a dit, il a consolidé notre fédération administrativement en validant le DTN, qui est quand même un Tunisien, qui est un étranger, en validant notre sélectionneur Alam Boumedienne, que je remercie au passage car il nous a qualifié en Gold Cup, et il a consolidé administrativement notre secrétaire général et trésorier de la fédération. D'accord. Donc après la réunion que j'ai eue avec lui, il m'a dit que l'année prochaine il allait nous consolider financièrement, tout simplement car donc il est très fier une étape là. Oui, on franchit une grande étape. Pourquoi? Pour la simple bonne raison aujourd'hui l'équipe nationale c'est la locomotive du rugby algérien. Ouais. Donc les clubs qui commencent ont besoin d'une vitrine, et quelle belle vitrine. Voilà, on est arrivé, ça fait 2 ans, parce que ça fait 2 ans qu'on a l'agrément du ministère de l'Intérieur. Donc que 2 ans. Ouais, que 2 ans, et on a été champion de la Bronze Cup en 2017. Ouais. Et là on est champion continental de la Silver Cup, et on est 6e au classement africain. Donc quel parcours, quelle performance en si peu de temps. Ouais, on est la meilleure aujourd'hui. Le rugby, on vient d'arriver en Algérie, paradoxalement, on est la meilleure équipe collective de
l'Algérie. Est-ce que c'est l'équipe? Je crois que le handball est 8e, je crois. Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est l'équipe? Oui, même largement devant le foot. Razik, est-ce que c'est peut-être l'équipe avec laquelle il va falloir compter, il va falloir suivre de près? Enfin, je sais qu'elle a été saluée par l'Afrique du Sud, je crois. Moi, pour le coup, j'habite sur Bobigny. Ouais. Bobigny est un des meilleurs centres de formation en Île-de-France, voire de France, en termes de joueurs de rugby. J'avais la chance d'avoir dans mes amis, dans ma famille, des amoureux de l'Ovalie, et qui me disaient dès 2006-2007 que la construction de l'équipe algérienne de rugby était en cours, que il y avait un fort entrisme des Sud-Africains à l'époque, il me semble, enfin qu'il y avait en tout cas les Sud-Africains aidé la création de cette fédération, et il disait déjà à l'époque que c'était une puissance en devenir du foot du rugby africain. Alors une première question, moi déjà un remerciement, déjà merci d'avoir monté cette équipe, d'avoir fait gagner, de les professionnaliser et de faire en sorte que peut-être très bientôt on assistera à une participation de l'Algérie à la Coupe du Monde de rugby, peut-être pas pour le Japon parce que ça va faire un peu court. 2023, mais pour 2023, moi voilà, de me dire que peut-être j'aurai des enfants d'ici là et de leur montrer un match de l'équipe d'Algérie de rugby. On va se dépêcher de voir de rugby. Ça va, j'ai encore un peu de temps. Il m'aurait dit le Japon, ça aurait été un peu court. Pour la prochaine, pour 2023, j'ai encore un peu de temps. Déjà, remercier parce que c'était quelque chose qui manquait dans les sports collectifs algériens, et surtout lorsqu'on collait les valeurs de l'Ovalie et les valeurs des Algériens, il y avait presque un coup de foot qui devait se faire, et la question c'est est-ce que comme en football, est-ce qu'il y a vraiment un poids des binationaux dans la construction de l'équipe A d'Algérie au rugby? Tout d'abord, lorsqu'on dit le terme binationaux ou binational, c'est un terme que j'utilise parce qu'on me le sort souvent. D'accord. Mais c'est un terme que je n'apprécie guère. On se comprend, je vois tout à fait. Voilà, c'est un terme que je n'apprécie guère. Pour moi, ce sont des Algériens. Voilà, de la diaspora, si on peut dire. Mais ce sont des Algériens qui représentent un État, une nation de 40 millions d'habitants et plus encore. Un territoire, le 10e plus grand pays au monde, le premier pays d'Afrique, c'est le plus grand pays d'Afrique, qui a quand même 1600 km de côte, 48 régions, qui est riche de sa diversité aussi, parce que d'une région à l'autre, des fois on est complètement différent. Totalement. Et qu'on se retrouve derrière le drapeau algérien, dans des mouvements sportifs et tout ça. Unis. Donc, unis, voilà. Unis derrière le drapeau. Et ces Algériens qui jouent pour l'Algérie, ce sont des Algériens. Voilà. Quand on dit locaux binationaux, je te comprends, mais je sais pourquoi je dis ça, parce que je suis d'accord à 2000% avec ce qu'il m'a dit, c'est bon de le rappeler. Voilà. Et je les remercie car ils ont fait des sacrifices énormes. Ils ont joué bénévolement. Aujourd'hui, quand même, le rugby est professionnel. Un joueur de rugby est payé aujourd'hui en Algérie? Non, un joueur de rugby n'est pas payé en Algérie. Il n'y a aucun joueur de rugby qui a été payé jusqu'à présent. Ils viennent pour le drapeau national et pour le projet qu'on a mis en place, moi et mes collaborateurs. Voilà, on vient pour un projet, c'est d'installer ce sport, d'être numéro 2 en Afrique après l'Afrique du Sud. Bon, on est bien parti parce que là on est 6e au classement. Inch'Allah, j'en ai parlé au ministre de la Justice et des Sports, avoir une assiette et pouvoir créer un centre de formation en Algérie pour pouvoir... de grosses ambitions, donc oui, on a une grosse ambition, mais on savait, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont surpris. Ouais. Ils sont surpris, oh l'Algérie elle vient d'arriver, elle gagne tout. Non mais nous ça fait 10 ans qu'on est là, ça fait 10 ans qu'on travaille, ça veut dire on a payé pour apprendre, on a mangé des cailloux, donc aujourd'hui on a mis, depuis qu'on a l'agrément, on a mis notre perspective, notre projet en place, et alhamdoulilah ça a marché. Et, combien de clubs déclarés aujourd'hui en Algérie? Aujourd'hui, la dernière assemblée générale au mois de mars, on a eu quand même 34 clubs. 34 clubs. Ah oui, c'est pas mal. C'est énorme. Représenté dans tout le pays ou c'est représenté dans tout le pays? Et il y a quand même la Ligue d'Oran, il y a la Ligue de Blida, la Ligue de Sidi Bel Abbès maintenant qui a été créée. Donc il reste des ligues d'Emsila d'avoir leur agrément. Et donc, sur Alger? Sur Alger, il y a 4 clubs
Mais ils ont pas encore créé la ligue. Ils dépendent de la ligue de Blida, à mon avis. Non, Ou même pas pour le coup. Non, ils dépendent pas de la Ligue 1, mais moi j'ai sectorisé au début d'année par région. J'ai mis la région ouest, la région est et la région sud. D'accord. Voilà, pour pouvoir. Dans le nord, ça joue pas. Bah dans le nord, c'est Alger, Oran, c'est le nord. La Kabylie. La Kabylie, il y a aussi Béjaïa, il y a 2 clubs aujourd'hui qui font du très bon travail. Ouais. Et le premier arbitre même qui a été arbitre de touche lors du premier match en Algérie en novembre 2015, en décembre 2015, qui s'appelle Kader, c'est quelqu'un de Béjaïa, c'est-à-dire il suit son club et ils font vraiment du travail de combativité, d'abnégation, et de la rigueur, c'est très bien pour eux. Et à Tizi Ouzou apparemment ça va commencer là, donc nous on est contents. Mais par contre nous là aujourd'hui on n'a pas quand même des gros budgets, donc nous on veut pas faire comme le foot, on veut pas envoyer 1000 clubs et pas pouvoir gérer tout le foot en Algérie, tout le foot, tout le rugby. Il faut pas que ça devienne, que ça soit géré comme la fédération de foot en Algérie. Voilà, nous on veut gérer ça. Voilà, il y a 13 clubs là, on a envoyé des engagements. Il y a 13 clubs qui sont engagés. Voilà, ils sont affiliés à la fédération. Ils ont participé au tournoi national au stade de Mustafa Tcheker au mois de mai. Ils ont participé au beach rugby. Ils ont participé au tournoi national du 1er novembre. Il y a encore des tournois nationaux qui arrivent. Et Inch'Allah, on va structurer ces clubs-là. Les autres clubs aussi, on va les aider, on va les accompagner. Mais voilà, on essaye de faire un véritable travail de base. Les infrastructures. Voilà, c'est ça. Au niveau des infrastructures, nous c'est simple. On n'a pas de stade pour la simple et bonne raison que tous les stades en Algérie, mais même le premier club de foot en Algérie, il n'a pas de stade. Tous les stades en Algérie sont étatiques, appartiennent à l'État. Voilà. Donc aujourd'hui, pour avoir des stades, c'est vrai que c'est une galère terrible. Par contre, c'est une histoire de logistique sportive. C'est-à-dire, il faut que les présidents de club aillent voir les chefs de service à la direction de la jeunesse et des sports, qui est sous la tutelle du ministère, qui se positionnent en temps et en heure, qui posent leur dossier pour avoir un créneau d'entraînement. Je l'ai fait il y a 10 ans lorsque j'étais président du stade oranais. J'avais la moitié du stade Zabana du 19 juin. Les espoirs du Mouloudia à jouer, et moi j'avais l'autre moitié de terrain, j'avais 108 gamins. Voilà, on faisait une tournante. Donc c'est possible. Si je joue le stade Ahmed Zabana à Oran, vous pouvez avoir des stades d'APC ou n'importe quoi sur toutes les wilayas en Algérie. Sauf qu'il faut se positionner, il faut bouger, il faut parler, il faut taper sur la table pour dire voilà, 99% des créneaux d'entraînement appartiennent au foot. Ouais. Ah, le rugby, je suis un petit ballon de rugby pour nous, c'est bien quoi. Alors Sofiane, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, c'est un Tunisien, vous nous disiez hein? Non, c'est le DTN. Ah, le DTN. Ouais, le sélectionneur, c'est Alam Boumediene, c'est un Algérien. Un Algérien, d'accord. Donc le DTN, la Tunisie représenté Charles Nasser, c'est bien. C'est bien quand même. Bon, quels sont c'est un Tunisien à Annaba, donc il est moite-moite. C'est un infiltré, c'est un peu moins d'Arissa sur le coup. Voilà, c'est ça. Dis-moi Sofiane, quelles sont les ambitions concrètes là de cette équipe de rugby algérienne? Le ciel, faut pas avoir de limite. Nous, c'est simple. Attends, laisse répondre monsieur le président. Je suis un passionné. Nous, c'est simple. Nous, notre ambition, c'est d'aller en Coupe du Monde 2023 en France. Très bien. France, ça serait magnifique. Voilà. Ça serait magnifique. Ça serait magnifique et ça serait une très belle histoire. Parce que, tu vois, vous savez, des fois, vous savez, 11 ans, c'est peut-être long, mais c'est court à la fois. Il s'est passé énormément de choses. On a des amis qui étaient dans cette bataille avec nous aujourd'hui qui ne sont plus là parce que bon, là, c'est le destin, la vie a pris leur âme. Mais, aujourd'hui, Inch'Allah, si on va en Coupe du Monde 2023, ça serait vraiment, tu vois, la boucle est bouclée, quoi. Après, bon, ça serait magnifique. Il y aura du monde pour supporter. Il a gagné la Coupe du Monde, il a dit, ça y est, c'est pas tranquille. On peut mourir tranquille. Pourquoi? C'est parce que personne croyait en nous. Personne croyait en nous. Ouais. On a été marginalisés après l'histoire de la Malaisie. Personne savait que dans la loi, on était très loin parce que tout le monde en parle. Est-ce qu'on peut rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé en Malaisie? Oui, il y a eu une bagarre parce que l'arbitre thaïlandais de la 5e minute jusqu'à la 77e a sifflé contre nous. Ce match, on devait gagner 2000 fois. Ils n'ont pas de notre niveau. À la fin, c'est la Malaisie qui a été condamnée à $30,000 car ils ont fait des joueurs internationaux du Tonga, de Samoa et des Fidji. Et nous, on a été marginalisés, on s'est défendu. Voilà, on était loin de chez nous, ça faisait 2 semaines, on voulait gagner cette compétition. Après, on a été marginalisé, on est passé sur BB Sport, et il fallait repartir. Ça, il fallait repartir, et ça a été très difficile d'être marginalisé à ce point-là. Et pendant 8 ans avant cette histoire de Malaisie, on a joué partout, on n'a jamais eu de problème. Et les gens, ils ont oublié ça. Bien sûr. On a joué en France, on a joué partout en France, on a joué en Europe, partout. Rien ne s'est passé. Alors c'est pour ça aujourd'hui, il y a quand même le revers de la médaille. Comment on peut suivre cette équipe, chère Sofiane? C'est simple. Il y a le Facebook Fédération Algérienne de Rugby. D'accord. Facebook. Allez liker tout ça, mes amis. Il y a tout.
il y a toute l'actualité. D'accord. Voilà, il y a énormément d'actualité jusqu'à il y a 10 ans. Hein, jusqu'en il y a des retransmissions TV ou pas? Oui, il y a des matchs, il y a des liens. On passe souvent à la télé aussi. Il y a des reportages par rapport à par rapport à des journalistes algériens d'Ennahar ou de Chourouk. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de liens. Vous pouvez voir toutes les vidéos, tous les matchs qu'on a fait à Toulouse, parce qu'on a gagné à Toulouse le groupe de la Silver Cup Nord entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et là en Zambie, on a gagné 31-0 chez eux là-bas. C'est quoi les prochains matchs? Le prochain match, on a une poule, on a le Maroc en premier match. D'accord. Après ça va être la réponse politique de l'Algérie peut-être. L'Ouganda, pas les frontières. l'Ouganda et le Kenya. Faut savoir que le Kenya est actuellement à Marseille, dans le groupe de repêchage pour la Coupe du Monde 2019. On nous écoute à Marseille. C'est une belle équipe, le Kenya aussi c'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe, mais moi, sincèrement, je pense que, je vais vous le dire, moi, pour nous, l'Algérie, on est plus fort qu'eux. Après, c'est une histoire de chance, c'est une histoire d'arbitrage. On connaît bien l'Algérien, là. Voilà, pour le coup. Nous, on est plus fort qu'eux, je vous cache pas. Mais il faut avoir tous nos joueurs au moment propice. Je fais confiance à mon sélectionneur. Quelles sont vos forces, Sofiane, dans cette équipe algérienne? Franchement, les forces de cette équipe. La force de cette équipe, c'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. Voilà. Ils savent pourquoi ils sont là. C'est un groupe d'amis. Ce sont des joueurs, ce sont des frères. Ouais. Et ils ont compris que jouer 1 minute, il faut être performant. Être sur le banc, il faut être performant. Jouer 80 minutes, il faut être performant. Et la troisième mi-temps, ça se passe à coup de gazouze ou pas? Ça se passe à coup de gazouze. On a toutes les boissons locales. Après la troisième mi-temps, la troisième mi-temps, nous on vient d'arriver dans le jeu international. La troisième mi-temps, c'est quand même une tradition ancestrale. On va pas venir révolutionner le truc, donc on les laisse faire. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Nasser, on t'a pas entendu là. T'as suivi un petit peu cette équipe? Bien sûr que j'ai suivi cette équipe. Je la suis au quotidien parce que je les vois via les réseaux sociaux. Je voudrais tout simplement d'abord féliciter et dire bravo à Sofiane parce que c'est quelqu'un que je connais assez bien et c'est quelqu'un qui s'est battu dans la durée. Donc il a tout fait pour que cette équipe d'Algérie existe au niveau du rugby. Et il a montré et il est parti jusqu'au bout de ses objectifs. Entendre dire que la plupart des joueurs sont bénévoles et qui viennent jouer pour l'Algérie, pour le peuple, pour la patrie. Donc c'est touchant. Donc je sais que Sofiane a énormément apporté au sein de cette équipe et je voudrais le féliciter vraiment de toute ma sincérité. Bon, en tout cas, chers amis auditrices, auditeurs, si vous voulez poser des questions, profitez de la présence du président de la Fédération algérienne de rugby. Oui, on va rugby rime avec Algérie désormais, sachez-le. Les ambitions sont là, ils sont là très très haut. Le ciel, comme dit Razik. Le ciel, pas de limite. La Coupe du Monde 2023. Par étape, mais pas de limite. Pas d'étape. Oui. Moi, j'ai toujours donné des objectifs hauts. Pour au moins faire un 80% du bien sûr. Tu as raison. Je vous donne un exemple. Au mois en septembre, on a fait la Coupe d'Afrique à 7 en Côte d'Ivoire. Je pouvais pas ramener tous les grands joueurs parce que j'avais en Zambie. Donc on a mis une équipe jeune, très jeune, qui ne connaissait pas le rugby à 7. On a mis Boris Bouraoua qui est de Bobigny, son frère Terry Bouraoua, capitaine de l'équipe de France à 7. Je l'ai mis sélectionneur de cette équipe. Qu'est-ce qu'on a fait? Il faut gagner. En 3 entraînements, on est arrivé en demi-finale et on perd à la dernière seconde contre la Côte d'Ivoire qui a gagné le tournoi. Excellent. On est obligé de donner un grand objectif pour au moins atteindre un statut ou une bonne place. Mais si on arrive, on dit les gars, si on sort de la poule, on va là en quart, on va pas s'en sortir. Comme dit l'expression, visons la lune, au moins on aura les étoiles au pire des cas. Qu'on est en train de battre des équipes comme il en a des expressions, des fédérations de 1961. Auditrices, auditeurs, vous avez des questions à poser donc au président. Il est là, 01 40 33 9000. On y répond dans un instant et on parlera avec Razik Métiche tout à l'heure de mémoire mémorielle. Du voyage mémoriel de Macron, c'était la semaine dernière. Je ne sais pas ce qu'il va nous dire, mais restez avec nous. Le zapping et Libertad, tout ça à suivre évidemment avant 18h si on a le temps, mais on aura le temps. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et qui l'eût cru, mes amis, nous sommes avec le président de la Fédération algérienne de rugby qui est avec nous aujourd'hui, monsieur Sofiane Bellassine. On parle rugby, on parle Algérie, une équipe montante, une équipe qui a beaucoup d'ambition, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure. Et vous, amis auditrices, auditeurs, peut-être l'occasion de faire connaissance avec ce sport. Je vais pas dire de bêtises, jusqu'alors méconnu dans cette partie du monde, mais qui entend faire sa place
Et plus que cela d'ailleurs, avec des grosses ambitions et peut-être, on l'espère en tout cas, une grosse présence dans la Coupe du Monde qui sera organisée en France en 2023. Et non, ça va être bien la France. 2023 rugby, 2024 des JO. Bon bah écoutez, c'est là que ça se passe quoi. Avec des questions des auditrices et auditeurs au 01 40 33 9000. Youssef, je crois. Bonsoir. Salut Youssef Drancy. Salut Youssef Drancy. Alors question pour Monsieur le Président. J'avais suivi il y a 2-3 ans, je sais pas si on se souvient, il y avait un reportage sur France 3 en deuxième partie de soirée sur l'équipe d'Algérie de rugby. Il y a 2 ans, un reportage sur l'équipe de France 3, sur l'équipe d'Algérie de rugby sur France 3 il y a 2 ans. Sofiane. Oui, oui, c'est possible. Il y a énormément de reportages, oui, mais faut voir c'est lequel. Il y en a eu beaucoup, hein. Ouais. J'étais assez étonné. Il y avait en fait, je crois, 90% c'était des binationaux en fait. Est-ce que ça n'a pas posé problème ça, avec des joueurs qui sont pas vraiment attachés à leur pays? C'est un peu un choix de seconde zone parce qu'ils n'ont pas le niveau pour l'équipe de France. Et du coup, ils vont un peu se réfugier sur une équipe bis, quoi. Tout d'abord, 90% de joueurs binationaux il y a quelques années. Aujourd'hui, on est toujours à 90%, même 95%. Faut savoir que le rugby, c'est un sport de combat. Faut à ne pas confondre avec le foot. Le rugby en Algérie vient de commencer il y a même pas 2 ans, donc il y a un seul joueur qui a pu sortir à son épingle du jeu, qui est Amrani Zakaria du Stade Oranais, qui a participé à la Coupe d'Afrique à Toulouse et à la Silver Cup à Toulouse et la Coupe d'Afrique à Abidjan, mais qui n'a pas été sélectionné pour la finale contre la Zambie. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui ce sont des binationaux entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, qui représentent l'équipe nationale. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui on a un objectif, c'est de prendre les meilleurs joueurs. Après nous, ces joueurs-là, on leur dit de représenter la nation. Ouais. S'ils sont d'accord, ils viennent. Mais s'ils sont là pour demander, quémander, quoi que ce soit, ça nous intéresse pas. Ils viennent pour un projet, pour installer le rugby en Algérie. Car il faut savoir que nos voisins ont créé leur fédération comme les Marocains en 1955, les Tunisiens en 1972, la Côte d'Ivoire en 1961. On fait partie de l'un des derniers pays au monde à avoir notre fédération. Donc aujourd'hui, on est sur un gros projet. Donc il nous faut une équipe compétitive pour pouvoir représenter l'Algérie, bien sûr, car on a une image. Et surtout pour être la locomotive du rugby algérien. Car les jeunes en Algérie qui s'entraînent, c'est quoi leur visibilité? C'est d'un jour représenter la nation algérienne. Et ils auront peut-être 5 ans ou 10 ans d'entraînement pour atteindre ce stade. Inch'Allah, peut-être pour des pépites, on pourra en trouver. Mais c'est tout à fait normal que 90 ou 95% des joueurs soient des binationaux. Et après, je ne pense pas que c'est un choix de seconde zone. Moi, je ne suis pas en eux, dans leur tête, dans leur cœur. Nous, on vient, on leur dit un projet. S'ils disent il y a de l'argent, non, il n'y a pas d'argent pour l'instant. Et voilà, bénévoles, ils sont bénévoles. Ils sont bénévoles. Donc un mec qui est algérien, attends, un mec qui a le S12, un exemple, un mec qui a le S12 qui s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, moi je m'en fous. Il a passeport algérien comme les frères Béranger qui est en Côte d'Ivoire, leur grand-mère, elle est venue les voir, elle les a jamais vus, elle est venue à Alger les voir, ça me fait plaisir. C'est un engouement entre les deux rives. Je pense pas que ça soit un choix de seconde zone. Après peut-être des autres ont des choix sportifs, ils préfèrent jouer les All Blacks que la Zambie. Après sportivement, c'est tout à fait normal pour eux. Et nous on n'est pas là, pour combattre les joueurs. Vous venez pour l'Algérie, pour la France, pour si. Nous on vient d'arriver dans le monde de l'Ovalie. On essaye de faire notre place. Faut savoir que la Coupe du Monde de rugby, c'est le 3e événement planétaire après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Donc il y a plus de 300 millions de téléspectateurs. Nous ce qu'on veut montrer, c'est que il y a du rugby en Algérie. C'est vraiment le rugby, c'est une culture quand même, du rugby, il y a une culture, il y a des valeurs nobles, et ça va arranger énormément de choses dans notre pays. Pourquoi? Simplement, au niveau de l'arbitrage, où c'est une catastrophe au football, et ben là, on va voir quelqu'un de 2 mètres ou d'1m90 baisser la tête devant un arbitre d'1m70. Au niveau des stades, le peu de matchs qu'on a fait en Algérie, on avait des femmes, des enfants qui venaient en famille. Aujourd'hui, dans les stades de foot, il y a que des hommes, il y a plus de femmes, il y a plus d'enfants. Et nous, on l'a fait. Il y a des vidéos. Et bientôt, le site internet va être, il est en construction. Dans 1 mois et demi, 2 mois, il sera en place. Et vous verrez tout ce qu'on a fait sur le territoire national. Mais sincèrement, l'équipe nationale, c'est la locomotive du rugby algérien. La priorité, moi, dans 4 ans, 2020, 2021, lorsque je partirai, Inch'Allah, c'est qu'il y a un championnat derrière. Voilà, avec des infrastructures solides pour le rugby algérien, tout simplement. Voilà, Youssef, pour ta question et surtout ta réponse. Salut Youssef.
de Drancy. 01 40 33 9000. Les ambitions sont, tu dis, le mandat, c'est combien, monsieur le président? Bah, c'est 4 ans. 4 ans. Nous, on vote pour un prochain, un mandat supplémentaire. Non, mais c'est très intéressant que tu fasses le parallèle, que vous fassiez le parallèle, pardon, avec ce qui se passe dans le domaine du foot, parce qu'aujourd'hui, Razik, sauf erreur de ma part, les stades deviennent infréquentables pour les familles. C'est une vraie anarchie totale. Au-delà de ça, même. Je vous raconte une petite histoire, une petite anecdote. Lorsqu'on a fait le premier match en Algérie, j'ai une vieille dame assez âgée qui est venue me voir. Elle me dit, monsieur, vous êtes le responsable de ça? Je lui dis oui. Elle me dit, venez, je vous embrasse. Elle m'embrasse le front. Elle me dit, monsieur, vous savez, la dernière fois que je suis rentré dans ce stade, c'est quand? C'est le jour de l'inauguration en 1957, stade de Reims, Real Madrid avec Copa et Just Fontaine. Et là, je suis rentré dans ce stade grâce au rugby, grâce à vous, et j'ai des souvenirs qui reviennent. Incroyable. Ça m'a fait la chair de poule au stade Ahmed Zabana à Oran. D'accord. Donc ça m'a mis la chair de poule. Donc aujourd'hui, on est capable d'avoir 5-6 000 spectateurs si c'est à Oran ou ailleurs, avec une bonne propagande sportive, avec des familles et tout. Voilà, nous on est sur l'objectif de faire un match le 8 mars. Ouais. Le 8 mars parce que c'est la fête de la femme. Ouais. Pourquoi pas remplir le stade de femmes? Bien sûr. Voilà, montrer une autre image de l'Algérie. Exactement. Parce que les gens marginalisent l'image. Il faut savoir que l'État algérien fait très attention à son image. Les gens ne connaissent pas comment l'Algérie fonctionne. Ils sont toujours dans la critique. Toujours dans la critique. Aujourd'hui, si on est là, c'est qu'il y a des choses qui avancent. Je suis quand même le premier fils d'immigré à avoir un agrément du ministère de l'Intérieur et être président de fédération. C'est formidable. Donc voilà, c'est qu'il y a des choses qui avancent, qui évoluent. Bien sûr, ça bouge. Voilà, ça bouge. Alors, tout a commencé, disait Razik tout à l'heure, il y a 10 ans. Et Bobigny n'est pas une ville étrangère à tout ça. Non. Enfin, pour le coup, moi, je suivais ça par le prisme balbinien, par le prisme de Bobigny. J'avais beaucoup d'amis pour le coup, c'était comme on disait à l'époque, c'était des petits de ma cité, qui devaient avoir 14, 15, 16 ans, qui étaient très forts, très bons au rugby, qui commençaient à être topés par ce qui allait devenir les futures instances fédérales algériennes, et on leur disait justement qu'il y avait une équipe qui est en train de se créer, c'était l'équipe algérienne de rugby, et de regarder ça de très près. Donc moi je suis ça depuis 2006-2007. Ça joue au rugby en banlieue, Razik? Ça joue, nous à Bobigny, ça joue énormément. Le sport numéro 1, le sport collectif numéro 1 à Bobigny, c'est le rugby, c'est pas le football. C'est pas le foot. On a notre équipe première qui a longtemps été en fédérale 1 et qui était aux portes du professionnalisme. Là où l'équipe de football de Bobigny commence que maintenant à apporter des résultats. On a eu des joueurs professionnels au rugby, il y a pléthore de joueurs professionnels au rugby qui sont issus de Bobigny. Là où il y a qu'un seul joueur ou deux joueurs, Edouard Olson et Charlie Tange pour les nommer, qui sont issus de Bobigny, qui ont eu une carrière professionnelle de football. Donc oui, le rugby à Bobigny, c'est un peu le sport. Gennevilliers, ça joue au rugby aussi? Oui, Sofiane, oui, même. Bien sûr, ça joue au rugby. Je connais Gennevilliers parce que j'ai commencé là-bas en mini mes cas des premières années. Après, je suis parti au Racing, car j'ai été champion de France avec votre ami Yves Dongui et Valentin Courant en 97 avec le comité d'Île-de-France. Donc ça nous a, c'est grâce au club de Gennevilliers que ça m'a permis d'évoluer et de partir voir des grands clubs. C'est vrai qu'en banlieue, il y a du rugby, mais je pense que c'est pas assez. Je pense parce que c'est plutôt un sport du sud, voilà, ou des campagnes françaises. Moi, par exemple, mon petit frère, il joue au rugby depuis l'âge de 6 ans, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est plus dans le sud, mais avec beaucoup de combativité, on peut faire que la banlieue bouge avant la Coupe du Monde 2023, mais il faut commencer dès maintenant. Il y a un programme qu'on met en application en Algérie, qui est le Get Into Rugby. Si on l'applique en banlieue française, mais ça va être exceptionnel. En quoi ça consiste? C'est des phases d'initiation. Il y a une première phase, c'est l'initiation. Deuxième phase, c'est bon, s'instruire. Troisième phase, mais après, nous, on a un problème sur la dernière phase, parce qu'on n'a pas assez de clubs. Voilà, nous l'année dernière, sur ce programme-là, on a touché 35 000 personnes. Ah oui. Qui a touché le ballon ovale. Avec le beach rugby, avec tous les tournois, avec tous les Get Into Rugby qu'on a fait. Parce qu'on a un responsable GIR, qui est l'adjoint du DTN, Mohamed Aïssaoui, qui fait un travail mémorable sur ça. Mais si on arrive à appliquer ce programme-là, Get Into Rugby en France, avant la Coupe du Monde, là, il y a 4-5 ans, en plus, on a une carotte qui est devant nous, qui est la Coupe du Monde 2023. Mais la banlieue, elle va exploser. La banlieue lyonnaise. Oui, mais on va en trouver des gamins. Parce que là, il y a des cités. Mais c'est vrai que les gamins préfèrent en banlieue. Il y a beaucoup. En banlieue, les enfants préfèrent faire du foot que du rugby, non? Ou je me trompe?
Ça commence à changer. Ça commence à changer. C'est normal, le foot. Nous, on n'est pas là pour combattre le foot. Hein. C'est le sport populaire, c'est le sport, voilà. Un ballon 5 €. À un moment donné, il y a des joueurs qui peut-être bling bling aussi. Un ballon ovale, et ben qui viennent au rugby, car c'est un sport qui a pas de. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote parce que c'est vrai que je l'ai vécu cette histoire. Je suis un grand fan du PSG, personne. On savait pas. Et je suis allé à plusieurs reprises pour supporter mon équipe de cœur. J'y étais à Rotterdam en 96. Oui. J'y étais moi. Non, j'étais pas à Rotterdam, au Parc des Princes, souvent. Et je suis allé voir un jour à l'invitation d'un ami qui me dit tiens, on va aller voir un match du Stade Français. Bon, pas très emballé parce que je suis pas très rugby, faut le dire. Mais je suis quand même allé. Et alors là, c'est vrai que le changement d'ambiance, absolument rien à voir. Incroyable, des mots que je n'oserais pas prononcer ici, qui sont employés de manière régulière au Parc des Princes, on les entend jamais au rugby. Non, bien sûr. Tu vois, moi aussi, je suis un fan du Parc des Princes. J'y allais quand j'étais gamin avec mon père. Quand j'y allais dans les années 90. Toi, t'es un gagnant, Sofiane, ça se voit. Voilà, bien sûr. Dans les années 90. Tu vas dans le même sens que Christophe. Il y avait toujours des problèmes au niveau du Parc des Princes. Et quand le rugby a été popularisé grâce à Max Gazzini, ancien président du Stade Français, avec les pop-up girls, avec les familles, le stade à 5 €, voilà. Et je vous jure que même le foot au stade, ils étaient obligés d'être au rendez-vous. Au rugby, si on mélange, c'est la fête, et nous, c'est les agressions, c'est ça. Donc ça va arranger les stades. Si ça a arrangé les stades dans le monde entier, ça va arranger les stades en Algérie. Sofiane, l'équipe de France va très mal, là. De rugby? Oui. Je ne pense pas. Non, ça se reconstruit. Moi, je pense que... Ils se sont pris une raclée encore, là. Non. Ils ont perdu bêtement. Ouais. Ils pouvaient tuer le match. Ils auraient pu gagner ce match 100 fois. Ils auraient pu gagner ce match 100 fois. Après, moi, je pense que lorsque l'équipe de France va commencer à gagner, on les arrêtera pas. Je pense aussi. On les arrêtera pas. Après, moi, les gens sont beaucoup dans la critique, mais ils ont fait un très grand match contre l'Afrique du Sud. La dernière action, il aurait dû laisser filer la balle en touche, il y aurait eu touche pour la France et c'est fini. Et ils auraient gagné. Bon, il y a eu une erreur d'un joueur, mais ils apprennent, et là, franchement, ils sont en train on apprend dans le dur au rugby, Et là, ils sont en train d'apprendre dans le dur. Ils sont dans le dur depuis 5 ans, voilà. Et je vous jure, lorsqu'ils vont commencer à gagner, ils vont taper tout le monde. Vous allez voir. Sauf l'Algérie. Sauf l'Algérie. L'Algérie. On verra plus tard. On verra. Laissez-nous travailler 4-5 ans. Laissez-nous travailler 4-5 ans. Et on s'arrangera avec eux avant le match. Ça se tourne du sélecto. Ça se passe comme ça au rugby, aussi. Non, ça se passe pas comme ça, mais bon. Le rugby gate, à venir. En tout cas, Sofiane, ça fait vraiment plaisir que tu sois là. Très rafraîchissant. Vraiment, c'est. Ouais. Ça fait claque positive. Merci. Parce qu'au Maghreb, il y a que le foot, là, on en a marre du foot. Ah ouais, une petite anecdote. Lorsque j'ai ramené le premier ballon en 2007, ballon ovale à Oran, ils m'ont dit en 2007, le foot était mal en point en Algérie. Et ils m'ont dit on s'en sort pas avec un ballon rond et toi tu nous ramènes un ballon ovale. C'est clair. C'était marrant. Et 10 ans plus tard, ça marche. Après 10 ans plus tard, 9 ans plus tard, j'aurais dit mais attendez, j'ai ramené un ballon, j'ai pas ramené une grenade ou quoi que ce soit. Donc à un moment donné, il faut nous laisser travailler et heureusement que voilà, qu'on nous a fait confiance et aujourd'hui ils sont très contents de nous avoir fait confiance parce qu'on a quand même ramené 2 trophées continentaux en l'espace de 2 ans et on va essayer de se maintenir en Gold Cup l'année prochaine pour pouvoir travailler 2 ans, 3 ans pour la qualification 2021 ou 2022 pour la Coupe du Monde. Ça se passe sur combien de temps la qualif pour la Coupe du Monde? C'est simple, si t'es champion d'Afrique, tu vas en Coupe du Monde. D'accord. Voilà. Après le deuxième est repêché comme le Kenya actuellement qui était deuxième contre la Namibie et là il est à Marseille actuellement. Et le championnat d'Afrique c'est quand? C'est vers les étés, c'est vers le mois de juillet. Mois de juin, juillet. 2019? Là ça va être en juillet en 2019. On y croit? On peut y arriver ou pas? Franchement, pas de raison. Je pense qu'on peut aller en finale contre la Namibie. Après la Namibie, ça va être très dur, mais on peut gagner. Cette équipe, l'équipe qu'on a là, sincèrement, on peut pas battre une équipe qui s'aime, qui se sacrifie, qui est là et qui a conscience de leur importance. Voilà, qui a conscience qu'ils sont en train de faire quelque chose d'historique. Donc je pense qu'on peut gagner. On peut gagner. On y croit, Razik? On y croit. Tu les suis un petit peu, toi? Je les suis, je vais continuer encore de les suivre et je vais me faire un petit plaisir le jour où ils viendront en France pour une exhibe, j'irai les voir.
Et juste le bon mot, le proverbe anglais. Les Anglais disent, pour comparer le foot et les rugby, ils disent que le football est un sport de gentleman pratiqué par des voyous. Au contraire, le rugby est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. Voilà. Sofiane, je crois, dans l'illustration, c'est un vrai gentleman. Merci beaucoup. Bravo. Sofiane, ça sera où la finale? Bah là, on sait pas, on en saura plus après le 10 décembre, après le bureau exécutif, l'exco de Rugby Afrique. Ouais. Et ça peut être en Algérie? Franchement, je suis pas chaud de présenter l'Algérie pour cette Gold Cup parce que nous, on veut vraiment travailler. Ouais. Et l'Algérie, si je me mets les choses par étapes, si on se met si on se met dans l'organisation, on va perdre beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, on me dit président, mais je fais beaucoup de choses qui dépassent mes prérogatives. Ouais. Voilà, donc des fois, je me dis président, je porte des sacs. Tu vois, un président d'une fédération qui porte des sacs, qui compte des maillots. La veille, oui, si. Non, il y a des présidents qui portent des sacs, mais c'est des sacs de liquide. Hein, ça dépend quelle fédération, quel maillot. Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, Sofiane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux là aujourd'hui en ce 13 novembre, Sofiane? Moi, déjà, je voudrais remercier tous les joueurs, ces joueurs ambassadeurs, le staff technique, je les remercie encore une fois, le bureau fédéral qui a cru en mon projet, mes collaborateurs, Mourad Gerbi, le président de commission élite, Azou Zaïb, le secrétaire général Sidi Ahmed. Je remercie tout le monde d'avoir cru en mon projet, si c'est pas facile. Voilà, avoir un président qui est dans 82, avoir un secrétaire général qui est à la retraite. Voilà, donc et dire tu fais ci, tu fais ça, et voilà, d'être là au garde à vous pour cette ambition de mettre l'Algérie en première position africaine derrière l'Afrique du Sud. Ça c'est beau, c'est une belle histoire. Et Inch'Allah qu'on ira loin, que voilà, c'est pas pour 2 ans, 3 ans, on veut vraiment installer des infrastructures en Algérie. Je remercie les partenaires aussi, nos partenaires privés qui ont cru en nous. Je sais pas si je peux les citer, mais vas-y, voilà, bon, la Société Générale Algérie, Renault Algérie, Globe Tener, Cvital. Cvital, ils sont partout en ce moment. Ouais, ils sont partout. Bon, j'espère qu'ils vont augmenter l'année prochaine parce qu'ils seront plus en maillot, sinon. Ça fait du bien, monsieur Rabram. J'espère, monsieur Rabram, vous avez cru en nous, mais faut continuer. Faut nous aider, parce que là, en Gold Cup, ça va être très dur. Faut sortir la monnaie. Et voilà, et je remercie, bien entendu, le président du comité olympique et surtout le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, qui croit en nous, et ça fait plaisir d'avoir l'État qui nous soutient. Merci beaucoup Sofiane Balassène, président de la fédération algérienne de rugby, qui était avec nous, vous l'avez compris. C'est le départ de quelque chose qui a commencé il y a 2 ans parce que vous êtes agrémenté depuis 2 ans. Voilà. Mais c'est le départ de quelque chose qui risque d'aller loin sur le toit du monde. On l'espère en tout cas pour cette équipe d'Algérie qui a besoin, pour ce peuple, de rêver, de s'évader. Et on sait que l'Algérie et le peuple algérien, quand il est derrière une équipe, il ne lâche rien. Il est à fond derrière. On l'a vu dans le foot et on le verra demain pour le rugby. Merci beaucoup en tout cas, Sofiane. Merci beaucoup. Merci, Sofiane. Dans un instant, cher Razik, c'est à toi. Oui. Tu vas nous parler du voyage mémoriel de Emmanuel Macron. Je sais, ça fait beaucoup moins rêver. On revient un peu les pieds sur terre là. Ouais, c'est ça. Et à suivre le zapping aussi, puis un petit libertal avec vos appels au 01 40 33 9000, c'est le grand forum. Il se passe beaucoup de choses dans cette émission, on parle de tout, comme on voici pour preuve. Voilà, comment louper sa chute. Je me suis rétabé comme un bon vieux joueur de rugby à l'image de l'équipe de France. Salut bon plaquage. Un bon plaquage. C'est normal, il y a Sofiane, je fais pas le malin. Bon, merci à vous. Dans un instant, de retour. France Maghreb 2, France Maghreb. France Maghreb 2, France Maghreb 2. On a passé un super moment les gars, je sais pas ce que vous en pensez avec monsieur le président. Magnifique. Là. Magnifique. Et Hanan qui nous dit il a réussi à nous faire aimer le rugby. Mais c'est vrai. Totalement vrai. Faut savoir que Hanan n'est pas une grande sportive déjà dans l'âme, mais en plus a réussi à faire aimer le rugby. Bah écoutez, chapeau monsieur le président, franchement, bien. Alors, on va passer maintenant, avant le zapping, à un avis tranché. C'est signé Razik Betish, parti le jingle. Mon cher Azik, on va revenir sur la semaine mémorielle d'Emmanuel Macron. Oui, alors à quoi sert l'histoire ? Marc Bloch écrivait « Un maître mot domine et illumine notre métier, comprendre ». Ainsi, l'histoire a-t-elle cette vocation de rendre intelligible, compréhensible, les événements du passé, nous guidant comme un fil d'Ariane pour éclairer notre présent. À l'aune de cet objectif, comment appréhender la longue semaine mémorielle du président ?
Au-delà de l'image des 80 chefs d'État dessinés aux almanachs et autres livres d'histoire, le citoyen français sort totalement décontenancé de la séquence. Pire, au lieu d'éclairer le présent, le président Macron renchérit sur l'obscurité des temps. Son propos sur Pétain, dans une France où les nostalgiques de Vichy et du maréchalisme ne manquent pas, sont totalement inaudibles. Mieux, dans la même journée, le président Macron a pu faire un éloge funeste aux soldats Pétain et le député Sébastien Chenu du Rassemblement national a lui cité Clémenceau. La triangulation politique dans ce qu'elle a de pire, en relativisant le pire et en banalisant l'extrême. Pour finir, non, la France d'aujourd'hui n'est pas celle des années 30, mais leurs dirigeants, dans leur lâcheté et dans leur faux semblants, se ressemblent étrangement. Merci Razik. Dites donc les gars, vous êtes très forts. Hein. Merci. C'est du court, c'est du percutant, c'est du très lourd. Messieurs Lagili et Razik, là je vous mets des bons points les deux. Pour aujourd'hui en tout cas. Allez, c'est parti pour un petit zapping les gars. Hop, ça sort de par ici. Si on prend 100 millions d'Africains, d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, ça veut maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barret. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Avec cette jingle que je kiffe, moi, Nasser et Razik, auditrice, auditeur. On commence ce zapping avec, vous le savez, ça fait aujourd'hui 3 ans, jour pour jour, les attentats du 13 novembre. Celle qui a livré Abaoud à la police s'appelle Sonia. Et aujourd'hui, elle raconte ces difficultés relayées par nos confrères de RMC, les difficultés qui existent et qui perdurent 3 ans après. Ça fera 3 ans depuis les attentats de Paris et Saint-Denis, 130 personnes tuées, des centaines blessées. Sur RMC, vous le savez, nous suivons de près la situation de celle que l'on a appelée Sonia, cette jeune femme qui a dénoncé Abdelhamid Abaoud et grâce à laquelle d'autres attentats ont pu être évités. Quelque temps après les attaques, elle avait contacté RMC car elle se sentait en danger, abandonnée par l'État. Depuis début 2017, elle et ses proches bénéficient officiellement du dispositif de protection des témoins. Mais c'est une information RMC. Sonia a écrit la semaine dernière à la commission de protection et de réinsertion de ces témoins car elle estime, Claire Andrieux, que sa vie quotidienne est impossible à tenir. Depuis 1 an et demi, Sonia a bien une carte d'identité avec un nom d'emprunt, mais pas de passeport avec son nouveau nom et pas d'adresse postale fixe non plus. Après son geste courageux, elle espérait une aide de l'État pour une formation ou un nouvel emploi. En vain, son avocate Samia Maktouf. Ma cliente qui a, par ses propres moyens, trouvé un travail sous-qualifié, ça pose un problème qui nous assure que ma cliente aujourd'hui est en sécurité. On ne sait pas qui elle côtoie dans ce travail. C'est pour ça qu'il aurait fallu qu'il y ait un accompagnement. Pour le moment, l'État paye encore son logement et Sonia touche aussi une indemnité mensuelle, 2000 € pour 5 personnes. Le but de ce type de programme est de l'aider à retrouver progressivement une complète autonomie. Mais la méthode est trop brutale pour cette témoin qui a risqué sa vie et celle de ses proches. Il y a une énorme pression par l'administration qui les pousse à s'insérer, à ce qu'on les oublie. Ils ont l'impression d'être encombrants. Il y a quelques mois, la commission a rappelé Sonia et ses proches à l'ordre suite à un manquement aux obligations de discrétion qu'ils doivent respecter. Des obligations trop contraignantes qu'ils dénoncent aujourd'hui. C'est absolument incroyable, messieurs, hein, cette histoire de Sonia. Honteux, c'est scandaleux. Enfin, pour reprendre, pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est une héroïne, cette personne-là. C'est quelqu'un qui a sauvé des vies, d'après les éléments de l'enquête tels qu'ils nous ont été livrés. C'est quelqu'un, en dénonçant, en donnant la planque de ces personnes, a sûrement permis d'éviter un nouveau 13 novembre. Ouais. Donc, que l'on traite comme ça une personne qui a risqué leur vie, qui a risqué sa vie, qui a risqué la vie de ses proches, qui a risqué la vie de ses enfants, parce que c'est une mère de famille, qui aujourd'hui se retrouve exsangue, à qui on met des pressions, c'est totalement scandaleux. Vraiment, je pèse mes mots. Non, mais c'est vrai, c'est grave. C'est grave. Elle a risqué sa vie. Elle a évité le pire qu'il pouvait y avoir par la suite. Et derrière, on l'abandonne, on la lâche comme ça, et en la laissant, dans la pire des choses, quoi. Est-ce que vous voulez des nouvelles de Madame Ségolène Royal, l'ex-candidate socialiste, qui n'exclut pas d'aller à la présidentielle en 2022? C'est ce qu'elle a laissé entendre dans une interview accordée dimanche soir sur France 2. D'abord, je suis ambassadrice pour les pôles. Je vais vous dire, si je vais vous répondre, peut-être ce qui est la façon la plus précise, ce que je peux vous dire de plus précis, c'est que le combat de ma vie, et aujourd'hui plus que jamais, c'est le combat pour la protection de la planète. Ça peut passer par la présidence de la République. Peut-être. Mais c'est le combat aujourd'hui principal qui relie tous les autres combats, y compris la question de la sécurité. Peut-être. On va en reparler.
Le peut-être, messieurs. Elle va peut-être y aller, dites donc. Elle se sent pousser des ailes, Ségolène Royal. Mais elle a dit pas sous la couleur socialiste, hein. Attention. Ah oui. Non. Elle s'active là, Ségolène, hein. Elle s'active. Elle revient. La sortie de son livre, son actualité, puis après ça peut être partagé ou pas, mais je pense que c'est un sacré animal politique, on n'est pas à côté de quelque chose. En 2007, tu penses? 2007, oui, je pense réellement. Elle a été lâchée par les siens, non? Elle a été lâchée. Enfin, la campagne qu'elle fait, elle l'a fait contre le PS, contre tous les machos de France, contre les médias de France, contre l'avis médiatique. Elle le fait contre tout le monde. Elle fait quand même 47% face à Nicolas Sarkozy, qui à ce moment-là était au fait de sa gloire et au fait de son pouvoir. Et oui, pour ceux qui s'intéressent, la campagne désir et surtout désir d'avenir et sa volonté de démocratie participative, elle était en avance de 10-15 ans. De 10-15 ans sur ce qui se faisait dans la politique. Après, t'es oui, fan, toi, Non, je suis pas fan. C'est ça le pire. Je suis pas fan. Vraiment, en analyse, je trouve que oui, c'est un sacré animal politique et que c'est parce qu'on est macho en France qu'on la déconsidère. Ouais. Vas-y, Nasser, tu partages? Être macho, non, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il faut un renouvellement de politique. On est macho en France. Oui, non, mais d'accord. Mais après, je ne pense pas que, voilà. Je pense pas que ça soit un argument qui. Est-ce que vous prenez le taxi des fois, les gars? Oui. Oui. Ça m'arrive. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une course Roissy-Paris pour la Modique Somme de 240 €? J'ai vu ça. Ça, c'est inacceptable. C'est ce qui est arrivé à un couple de touristes. Écoutez. Une course Roissy-Paris à 247 €. C'est 4 fois le tarif normal. Ce chauffeur de taxi clandestin tente d'arnaquer un couple de Thaïlandais qui filme la scène. Les touristes tentent de négocier, lui demandent de montrer sa carte professionnelle ou de les conduire à un poste de police. Mais le conducteur devient agressif et réclame la somme pour déverrouiller les portières. Les passagers finiront par payer 200 €. 200 € à Roissy-Paris, les gars. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Enfin, quelle image on donne aux touristes, quelle image. Faut rappeler quand même que la France est le premier pays touristique mondial. Faut qu'ils reviennent. Donc, si vous voulez qu'ils reviennent, faut pas les escroquer quand même. Exactement. Bon, quand on pose des questions aux jeunes, c'est vrai que parfois on leur pose des questions. Tiens, c'est un jour férié, c'est le 11 novembre. Mais c'est quoi le 11 novembre? Est-ce que tu le sais? Bah voici quelques réponses et on peut dire qu'ils ont un peu de mal. C'est peu de le dire. Qu'est-ce que c'est le 11 novembre? Bon écoutez, j'ai fait un bac L, alors je suis censée savoir mais je connais rien. C'est férié, c'est pas prise de la Bastille. Le 11 novembre, c'est pas les tours jumelles, non c'est le 11 septembre. C'est un attentat. Non, pas d'attentat. C'est quoi? C'est l'armistice. Bah voilà, on y arrive quand on cherche bien. L'armistice, voilà. Le 11 novembre. Bon, c'était marrant, je voulais la couler comme ça. Vaut mieux en rire. On va terminer, je sais pas si on va en rire, du Jean-Luc Mélenchon, avec un avis bien tranché et bien tranchant sur les médias, signé donc Mélenche. Si vous frappez un média, vous êtes certain de la réaction. Certain, absolument. Et vous déclenchez toujours la même chose. Mais automatique. Toute la caste arrive. Ah non, vous n'avez pas le droit de parler comme ça. C'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez, de toute façon, ils aboient. Alors, il faut savoir le manier pour qu'ils aboient du bon côté, dans le bon sens, qu'ils s'énervent du bon côté. Donc, il est dans la... Il est violent. Il est violent, il est aussi dans la, comment dirais-je, il cherche à manipuler les médias, Jean-Luc Mélenchon, il le dit ouvertement. C'est ça son défaut. Ouais. Je pense que c'est ça son défaut. J'ai l'impression qu'il se contrôle plus ces derniers temps-là. Face aux médias, non, mais moi j'apprécie pas du tout parce que c'est pas une manière de faire de la politique. Après voilà, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais respecter aussi ce qui nous alimente au quotidien. Là, on est dans les médias, il y a un minimum de respect, il y a aussi un débat, un échange, et ça il faut qu'on le respecte. Plus vers la fin que vers le début. Ouais, c'est ça. On dirait il est en roue libre, c'est presque un jubilé, on dirait. Bah je pense que il se lâche totalement. C'est ça. Il lâche ses coups, il lâche. Mais c'est pas ça, c'est qu'il fait très mal au mouvement. C'est ça le problème. Parce qu'il y a beaucoup de militants qui y croyaient et qui ont été très déçus ces derniers temps. Bon, messieurs, sachez qu'on a un invité exceptionnel vendredi. Ouais. Monsieur Salah Hamouri, qui sera avec nous, et je tiens vraiment à saluer la parole d'un homme et la parole d'une femme parce que c'est tellement rare dans ce monde. Que pour la petite histoire, Elsa Lefort, son épouse, que j'ai reçue à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui concernait Salah, elle était soit par téléphone, soit avec moi ici. Et je lui ai demandé, donc dès que Salah revient en France, est-ce que tu pourras nous offrir, une petite exclue, quoi, Salah dans le studio, on attend ça avec beaucoup d'impatience. Elle m'a dit, Christophe, écoute, je te promets, d'achat. Et vous savez, le nombre de personnes qui m'ont promis et que j'attends toujours ou qui me l'ont fait à l'envers, parce que, excusez-moi de le dire, je vais le dire tel que je pense. Il y en a beaucoup dans cette communauté qui préfèrent la presse blanche parce que c'est beaucoup plus visible, y compris d'ailleurs et plus d'ailleurs dans cette communauté, qui préfèrent aller interviewer sur RMC. On court en courant sur un plateau de 20 heures de télé quand on est invité. Par contre, lorsqu'il s'agit de venir parler aux siens, il y a personne. Ah non, là.
Ou on vous propose par téléphone, quoi. Ou par téléphone, voilà, parce que j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. J'ai le temps de me lever à 7h du matin pour aller interviewer par Bourdin. Et par contre, j'ai pas le temps de venir à 16h dans le LGF. C'est grave. Ok les gars, moi je retiens, je note, y a pas de problème. Mais en tout cas, je tiens à saluer la parole de Elsa et de Salah, donc par conséquent, puisque elle m'a envoyé un petit message la semaine dernière en me disant Salah est en France et comme promis, je suis à ta disposition. Et ben, il fallait pas m'en dire plus pour que, évidemment, il soit là vendredi prochain dans nos studios et je compte sur vous, auditrices, auditeurs. Et on va parler évidemment, je suppose que cette actualité qui résonne en ce moment pour la Palestine aura un écho tout particulier avec ça là. On essaiera d'ailleurs de le mettre en relation avec Ziad Medouk de Gaza. Bref, restez avec nous, c'est là que ça se passe, c'est le grand forum. C'est la voix du peuple qui s'exprime au travers de nos chroniqueurs, au travers de vous, chers amis auditeurs, auditrices. Vous êtes, je tiens à vous le dire, parce que moi j'ai mes chiffres, voilà, j'ai mes petits sondages à moi. C'est pour ça que j'ai un gros nez. C'est de plus en plus à nous écouter et je vous en remercie parce que on a pour la petite histoire, j'ai un collègue qui a été au Maroc à Oujda et qui a rencontré une institutrice d'une maternelle à Oujda qui écoute le grand forum France Maghreb 2. Formidable. Magnifique. Voilà. Donc Oujda, c'est pas en Algérie, non? Non, c'est au Maroc. Commence pas le bordel. D'ailleurs, puisque tu parles de ça, après la réponse algérienne, apparemment, va falloir attendre. Hein. Va falloir attendre. Hein. Bon. Les gars, en tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. C'est réciproque. Demain, un couple, Faiza Ben Mohamed depuis Nice et Nadir Kaya depuis Paris avec moi. Un couple 2.0. Voilà, c'est ça. Yasser Louati qui sera avec moi jeudi, Tarek Mami et d'autres, parce que c'est un peu le bordel dans l'équipe. Hein, je viens de le dire quand même en ce moment. C'est un vrai bordel pour faire les plannings et compagnie. Nasser, merci beaucoup. Razik. Merci à toi. Ça fait un plaisir. Revenez vite les gars. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Dans un instant, l'excellent Medjahed pour la suite des festivités sur France Maghreb 2. Juste après le flash de Marine Guerel. Bonne soirée, à demain si vous le voulez bien. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Les attaques lancées par Donald Trump dans une série de tweets. L'Élysée se refuse à tout commentaire. Dans une tirade sur Twitter, Donald Trump, le président américain, menace de durcir les taxes sur les vins français aux États-Unis et s'en prend à Emmanuel Macron. Christophe Castaner a prévenu ce matin, il ne veut pas de blocage total le 17 novembre lors du mouvement des Gilets jaunes et les forces de l'ordre interviendront si nécessaire. Une déclaration qui rappelle que les actions envisagées par ce mouvement ne sont pas sans risque légal. Dans la Nièvre, le parquet a confirmé la mise en examen de 8 personnes pour des viols et agressions sexuelles répétées sur 4 garçons de 4 à 9 ans qui étaient les enfants de 2 couples figurant parmi les accusés. 5 hommes ont été placés en détention provisoire. 3 hommes ont été interpellés ce matin à Saint-Étienne dans la Loire dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ils ont été placés en garde à vue, de même que 2 autres hommes déjà en détention. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu partir en Syrie et auraient évoqué de manière imprécise un projet de passage à l'acte violent. Une journée d'hommage 3 ans après les attentats de Paris et de Saint-Denis. Une journée de souvenir 3 ans après la série d'attaques qui a fait 130 morts sur les terrasses de café et dans la salle du Bataclan. La maire de Paris, Anne Hidalgo, et le Premier ministre, Édouard Philippe, ont présidé ces commémorations. 2 Palestiniens ont été tués ce matin dans la bande de Gaza, portant à 6 le nombre de tués sur ce territoire par des frappes de l'armée israélienne en moins de 24 heures. Les roquettes lancées sur Israël ont fait 1 mort, palestinien lui aussi. Tennis, et le capitaine Yannick Noah a annoncé sa sélection pour la finale de la Coupe Davis contre la Croatie. Le meilleur français Richard Gasquet est forfait et n'a pas été remplacé. Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga, Nicolas Mahut, Pierre Hugerbert et Jérémy Chardy représenteront la France. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb